Bonjour. Dans le cinéma comme dans le dessin animé, nous avons eu les inventeurs, nous avons eu les artistes. Il est maintenant l'heure de voir les industriels. Nous avons vu qu'une partie de l'industrialisation avait eu lieu aux États-Unis, bien évidemment, mais elle a eu lieu au même moment en France, et peut-être à plus grande échelle. Et vous allez voir qu'au moins pour ce qui concerne les créatures fantastiques, le cinéma français est largement dominé par une seule entreprise. Et son nom est Pathé. Charles Pathé est né en 1863 de parents bouchers. Boucher, Pathé. À 25 ans, il commence le travail de boucher ambulant. Il réunit quelques économies et décide de partir pour l'Argentine, à Buenos Aires, avec l'ambition de réussir dans les affaires. Mais il n'arrive pas à se fixer, change fréquemment de métier jusqu'à rentrer en France. En 1896, il fonde la société Pathé Frères et, avec son frère Émile, se lance dans la même année dans l'industrialisation de l'enregistrement du son. Et évidemment, il en vient rapidement à produire des films. À partir de 1901, il s'associe avec Ferdinand Zecca et se spécialise dans la production et la réalisation des films que Pathé produit. Dès 1905, Pathé est l'une des premières entreprises à employer du personnel spécialisé dans le cinéma, des scénaristes, des décorateurs, des cadreurs, des réalisateurs, etc. La société crée en 1905 le logo du coq gaulois, qui reste encore aujourd'hui son emblème. Son réalisateur phare pendant les premières années, c'est donc Ferdinand Zecca, qui grandit dans le milieu du spectacle, puisque son père est chef machiniste d'un café-concert et ses frères comédiens. Lui-même donnera parfois sa voix pour des enregistrements de rouleaux de phonographe pour Pathé. Lors de l'exposition universelle de Paris en 1900, où il tient un stand pour Pathé, il rencontre Charles Pathé en personne, qui l'embauche comme réalisateur. Il devient le cinéaste attitré de la jeune société et cumule les différents postes techniques, scénariste, décorateur, cadreur, acteur, etc. Son premier grand succès est Histoire d'un crime, qui comporte le premier flashback du cinéma. En 1903, il est promu à la direction artistique de Pathé, c'est-à-dire qu'il supervise le travail des nouveaux réalisateurs sans s'impliquer lui-même directement dans la réalisation. À partir de cette date, sa filmographie est donc difficile à établir car son rôle était variable d'un film à l'autre. En général, son approche est moins artistique que commerciale, il a multiplié les genres et s'est inspiré, voire plagié ses contemporains. Il a surtout eu pour objectif d'occuper le terrain commercial, avec succès. En 1914, il est missionné aux États-Unis pour s'occuper de la branche américaine de Pathé, Pathé Exchange. Il revient en 1917 pour diriger le département Pathé Baby, consacré aux appareils de projection et aux films destinés à la vente au grand public. 3 films de créatures fantastiques, assez probablement réalisés par lui, nous sont parvenus. D'abord Une nuit terrible, qui n'a rien à voir avec le film du même nom de Georges Méliès, puisque oui, il y a un monsieur qui dort, mais il n'est pas attaqué par une araignée, mais par un magicien qui fait bouger son lit. Avec quelques effets sympathiques. En 1902, Zecca a réalisé La Fée Printemps, histoire classique d'un couple de pauvres gens qui aident une pauvre vieille dame qui les récompense car elle est en réalité une fée. Film assez haut, avec une histoire, ce qui est assez rare pour l'époque. En 1902 toujours, Zecca réalise Les 7 châteaux du diable, assez largement une adaptation de Faust, mais qui n'en porte pourtant pas le nom, qui est assez long pour l'époque, et qui est visuellement très beau. Le héros est déplacé par le diable dans 7 châteaux qui représentent les 7 péchés capitaux. Même si les coupes entre les plans sont assez visibles, du fait, je pense, des mouvements amples. Il a probablement participé au Jugement de Paris,
avec Georges Atto. Georges Atto, qui a réalisé ses premières vues animées âgé d'à peine 20 ans, dès 1896, va tourner le premier péplum de l'histoire du cinéma, Néron essayant des poisons sur des esclaves. Alors Georges Atto a travaillé pour plusieurs des grandes sociétés de l'époque, notamment Les Lumières, Gaumont et Pathé. Concernant le jugement de Paris, heureusement que le titre est là pour nous indiquer de quoi il s'agit. Enfin, en 1903, Ferdinand Zecca va s'associer à Lucien Nonguet pour réaliser La vie et la passion de Jésus-Christ, sur lequel on reviendra un jour. Mais sachez que Lucien Nonguet fut d'abord acteur et directeur de figuration au théâtre, avant d'entrer en 1902 chez Pathé, également comme directeur de figuration. Le directeur de figuration consistait au théâtre à recruter et à diriger des acteurs. C'est ce qui va préfigurer au cinéma le métier de metteur en scène. Il a notamment dirigé plusieurs courts-métrages avec Max Lindé. Bien vite, Nonguet se spécialisera dans les reconstitutions historiques, ou les films d'actualité reconstitués, qui semblent être devenus le modèle sur lequel les histoires et les actualités ultérieures de Pathé se sont basées. Alors, à partir de 1903-1904, je vais vous donner une liste de films et de réalisateurs, mais sachez que la plupart des effets spéciaux chez Pathé, à partir de 1903-1904, ont été réalisés par un seul homme, dont nous reparlerons plus tard. Le réalisateur principal de créatures fantastiques de cette époque, chez Pathé, c'est Gaston Velle. Fils du prestidigitateur Joseph Velle, Gaston Velle est né à Rome en 1868, produit lui-même comme illusionniste sous le même pseudonyme que son père, professeur Velle, et à partir de 1903, il réalise donc la plupart des films féerie et trucage de la production Pathé, où il réalise plus de 50 films jusqu'en 1913. Le premier en 1904 est La valise de Barnum, où Monsieur Loyal nous présente des affiches qui prennent vie, plutôt jolies. En 1904 également sort Japonaiserie, film de magicien assez quelconque, mais soit des paysans, soit un peu raciste, selon comment vous le prenez. Mais il y a tout de même cet effet avec les cubes que j'aime bien. L'année suivante, en 1905, sortent deux films jolis mais sans histoire, faits aux fleurs, et La poule phénomène, avec une poule magique. Mais en 1905 sort aussi le film le plus connu de Gaston Velle, qui concerne aussi une poule, puisqu'il s'agit de La poule aux œufs d'or, adapté de la fable d'Ésope et de celle de La Fontaine, dans lequel un homme a une poule qui pond des œufs d'or, mais gagné par l'avidité, il se dit que l'intérieur doit être rempli d'or et le rendra riche. Il décide donc de la tuer et de l'ouvrir avant de s'apercevoir qu'il ne s'agit que d'une poule ordinaire. Il est donc bien puni pour son avarice. Le film contient quelques beaux effets, notamment ce gros plan sur l'œuf, et quelques fées et diables. Il a la particularité de présenter une histoire continue, ce qui est assez rare chez Gaston Velle. L'année suivante, on retourne à des films présentés plus sous la forme de tableaux, comme Les Invisibles, où des voleurs dérobent une potion d'invisibilité et font des misères à des gens.
et l'écrin du Raja, où un Raja ouvre un coffre qui contient des choses extraordinaires. Le dernier film que j'ai trouvé de Gaston Vell date de 1908. Il s'agit du Faune, qui est là un retour au basique avec un seul tableau et des jolis effets sur des faits. Mais retournons en 1906, où sort Le Fils du diable fait la noce à Paris, un film réalisé par Charles-Lucien Lépine, qui a débuté au cinéma à Bordeaux avant d'être embauché par Pathé comme opérateur. Il devient rapidement directeur administratif des 2 théâtres de prise de vue, puis metteur en scène et réalisateur d'une quinzaine de films entre 1905 et 1906. En 1906, il est d'ailleurs débauché par la société italienne Carlo Rossi et compagnie pour venir tourner à Turin, où il devient directeur artistique des studios et réalise, entre autres, des copies de films qu'il avait tournés en France. Ce petit plagiat ne plaira pas à Charles Pathé, qui l'accuse de trahir les secrets de fabrication et le fait condamner à 10 mois de prison. Charles-Lucien Lépine retourne ensuite en Italie fabriquer des appareils de projection pour lesquels il dépose de nouveaux brevets. Il est notamment l'auteur d'un brevet pour un appareil d'observation directe et de projection de vue fixe sur pellicule. En France, le brevet sera déposé par Pathé, qui, après quelques modifications et 2 nouveaux brevets, commercialisera l'appareil avec succès sous le nom de Pathéorama en 1923. La boucle du plagiat est bouclée. Quant à son film Le Fils du diable fait la noce à Paris, il contient de magnifiques décors et quelques costumes rigolos, tout une vraie histoire qui se prolonge sur 16 minutes, long film pour l'époque. Et 1906, c'est surtout l'arrivée chez Pathé d'Albert Capellani, un comptable qui est entré dans le monde du spectacle en 1904, administrant le music-hall L'Alhambra à Paris. Quand il entre chez Pathé, il réalise un très grand nombre de films de 1 ou 2 bobines dans tous les genres. En 1908, il est nommé directeur artistique d'une filiale de Pathé chargée de produire des adaptations littéraires, et il se spécialisera dans ce genre avec des classiques comme Les Misérables en 1912 ou encore Germinal en 1913. En 1915, il partira aux États-Unis où sa carrière se poursuivra avec succès avant de créer sa propre société de production en 1919, l'Albert Capellani Productions. Et Capellani rentrera en France en 1922, où il ne tourne plus malheureusement à cause de problèmes de santé. De 1906 à 1908, il s'est spécialisé dans les adaptations de contes chez Pathé, d'abord avec Aladdin, alors avec André Eusé au scénario, mais aussi Georges Winter. Georges Winter sera l'interprète du très populaire détective Nick Winter, une série produite par Pathé qui a eu un grand succès avant la Première Guerre mondiale, dont certains épisodes qui incluent Max Lindé. Princesse Badroul Goudour est quant à elle interprétée par Liane de Pougy, danseuse et courtisane française. On peut également apercevoir dans le film Louise Willy, aussi appelée Loulou, qui est surtout connue pour avoir tourné en 1896 dans le premier film à caractère érotique de l'histoire du cinéma, Le coucher de la mariée. Dans le film joue également un certain André Dide, un acteur burlesque très connu pour son rôle de Gribouille qu'il a joué pour Méliès, Pathé puis l'Italie. On reverra sans doute. Aladdin lui-même est un film avec de très beaux décors, de beaux effets surtout en ce qui concerne le génie, l'ajout d'une fée. Le film suit à peu près l'histoire dont il est adapté, avec un magicien qui ouvre une grotte et envoie Aladdin chercher la lampe, et
Oh là là, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu? Regardez. Mais la caméra, elle a bougé! Alors, Capellani n'est sans doute pas le premier à faire ça. En tout cas, je ne crois pas en avoir vu avant 1906 et assez peu jusqu'en 1910. En 1907, Capellani sortira au moins 3 autres courts-métrages. Cendrillon, avec Louise Lagrange, dont on reparlera. Le pied de mouton, qui je crois est une histoire originale, qui raconte comment un jeune garçon reçoit d'une fée un talisman qui lui permettra de faire à peu près ce qu'il veut, afin de conquérir la fille, jusqu'à ce que le méchant lui vole le talisman. Oui, en fait, ça ressemble beaucoup à Aladdin, mais dans une époque, dans un décor européen, et avec quelques originalités comme ce chevalier escargot, ce balcon qui bouge, des trappes, des tours. Et en 1907 toujours, Albert Capellani réalise Les secrets de Polichinelle, que les États-Unis ont traduit par Harlequin. En tout cas, Polichinelle, c'est un héros de la Commedia dell'arte, réalisé avec Lucien Nonguet. Rappelez-vous les histoires d'actualité. On a à nouveau un mouvement de caméra, de beaux costumes, un décor qui est détruit à la fin, fait de films projetés à l'envers. Et curieusement, tous les films de Capellani de cette période se terminent par des gens qui dansent. Ah oui, c'est Max Lindé qui joue Polichinelle. En 1907, chez Pathé, il y a au moins 4 autres films créatures fantastiques qui sont sortis, dont les réalisateurs ne sont pas connus. Alors, Le pêcheur de perles qui raconte une histoire d'un pêcheur qui se rend sous l'eau et croise évidemment tout un tas de créatures marines. Considéré comme ayant été réalisé par Ferdinand Zecca, je n'ai rien trouvé d'autre de lui qui ait été réalisé après 1903, mais pourquoi pas. Le cochon danseur, c'est un cochon qui danse. La sorcière noire, avec une sorcière qui fait apparaître des choses. Et le tonneau inépuisable, avec un tonneau qui fait apparaître des choses. Voilà, des films un peu comme au tout début des années 1900. Albert Capellani finira la saison de Pathé de 1900 à 1910 avec La Belle et la Bête, dont nous est parvenu un court fragment où l'on voit un costume de bête assez respectable, et La Belle au bois dormant, quintessence des effets de Capellani, avec à nouveau une caméra qui bouge, mais aussi des haies, un flash forward et évidemment un bal. Évidemment, je vous ai dit que Pathé dominait largement l'industrie des créatures fantastiques entre 1900 et 1910 en France, mais bon, déjà il y avait Méliès en face, et c'est pas rien, mais surtout il y avait Gaumont. Gaumont qui distribuait les films réalisés par Alice Guy, on ne l'oublie pas, il y en a beaucoup, ils sont vachement bien, allez les voir, c'est vachement bien. Mais il y avait aussi Romeo Bossetti, un acteur et réalisateur franco-italien, né dans une famille d'artistes de cirque, qui a commencé à l'âge de 10 ans au music hall. Il était mime, il était acrobate, il a fait une tournée aux États-Unis avec le cirque Barnum, justement. Il entre facilement dans l'industrie du cinéma avec un premier film chez Pathé en 1906.
mais il a co-réalisé son deuxième film, Le matelas épileptique, dans lequel il reste acteur. De 1908 à 1914, il tient le premier rôle dans une série comique qu'il met lui-même en scène, jouant le personnage de Roméo. Il a produit 3 des films de la série Fantomas dirigée par Louis Feuillade, dont on reparlera. Il a réalisé plus de 250 films jusqu'en 1916, et notamment les 2 qui nous intéressent, La course au potiron en 1907, avec des citrouilles qui bougent, on rappelle des fromages, et L'agent a le bras long, avec un agent de police qui a le bras long et qui a sans doute des descendants chez les Azes plusieurs dizaines d'années plus tard. En 1909 également chez Gaumont est sorti L'Éventail animé d'un certain Émile Cole, ce qui fait d'Émile Cole la deuxième personne dont on parle à la fois pour ses dessins animés, pour son stop motion et pour ses créatures fantastiques. Et 1909, c'est une année assez riche en créatures fantastiques, puisqu'on a également André Calmette, qui a réalisé Le Retour d'Ulysse, qui ne contient pas à proprement parler de créatures fantastiques, mais Ulysse est censé être guidé par les dieux grecs, donc vous en faites ce que vous voulez. Alors André Calmette, c'est un acteur de théâtre qui est devenu directeur artistique et réalisateur de la société fondée par les frères Laffitte, Le Film d'Art. De 1909 à 1912, il a fait évoluer à l'écran des films très théâtraux, des acteurs déjà célèbres sur les planches, un cinéma un peu différent, plus proche du théâtre. Parlant de Gaumont, je fais un petit détour, puisque l'un des premiers films japonais a été tourné avec une caméra Gaumont, ça compte, ça compte. Il s'agit de Promenade sous les feuillages de l'érable, réalisé par Shibata Tsunekichi, avec Ishikawa Danjuro IX et Onoe Kikugoro V. Il s'agit de l'enregistrement des acteurs dans une scène de la pièce de théâtre Promenade sous les feuillages d'érable, dans lequel le héros défait un démon. Un genre très répandu de 1900 à 1920, mais malheureusement très peu d'entre eux nous sont parvenus. C'est le plus ancien film japonais dont il existe encore une copie. Alors ce film est sorti en 1899, et puisqu'on parle des tout débuts du cinéma, rendons à César ce qui est à César, les frères Lumière ont réalisé au moins 2 films de créatures fantastiques qui nous sont parvenus, Le Squelette joyeux et Faust, tous les 2 en 1898, même si seul un petit bout de Faust nous est parvenu. Enfin, je vous donne un petit bonus en vous parlant de Johann Schwarzer, un réalisateur autrichien, car son film Les mages chinois contient des magiciens, mais il est surtout connu parce qu'il a réalisé quelques films érotiques. Photographe installé à Vienne, pour augmenter ses revenus, il s'est mis à faire des cartes postales érotiques. Il monta alors sa propre société de production, la Saturn Film, qui fut la première société de production de films érotiques, qui montrait de la nudité féminine, mais ne tombait pas dans la pornographie. Contrairement à ses prédécesseurs, Johann Schwarzer n'hésitait pas à faire de la publicité dans les journaux et ajouter le logo de sa compagnie dans ses films, comme tout producteur qui se respecte. Finalement, le pays qui a vu la naissance du cinéma comme produit, puis comme art, permet une industrialisation du cinéma en général et des et des créatures fantastiques en particulier, de façon très diverse, en mettant en avant de nombreux réalisateurs talentueux, des sujets extrêmement variés, des façons de voir le cinéma variées, et a même aidé le cinéma d'autres pays à se propulser. Et puis ça fait tout de même une jolie frise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres. Et bisous.